intervention, à tel point que, pour tout vous dire là, dans les 10 minutes qui nous restent avant d'avoir vraiment trop faim, je voulais vous... Non, mais... Enfin... Écoutez, nous sommes venus et nous avons été gourmands, donc on n'écoute pas. En plus, le sujet, bon, ok. Alors, je vais quand même faire les remerciements que j'avais envie de faire. Alors, donc merci beaucoup pour votre invitation, pour votre présence à tous, donc pour tenir le coup à l'heure du déjeuner. Et merci surtout à David Beau qui a assisté techniquement et surtout avec une immense patience un DVD qui a mis 3 semaines à arriver entre Rouen et Paris. Donc il a dû finalement faire tout seul le travail qui était fait. Donc, vraiment merci. Je voulais aussi dire aux lycéens qui sont partis, mais bon, peut-être il y a des gens dans la salle, que j'ai contribué à la réalisation d'une exposition pour le MAC-CPG sur la guerre, sur l'Algérie coloniale, la guerre d'Algérie, les mémoires de la guerre d'Algérie. Qui t'a dit qu'elle était malade? C'est parfait, ça commence, mais c'est pas tout à fait bon. Voilà, qui est disponible pour les lycées et les collèges de toute la France. Donc si vous voulez demander à vos ONAC, elle sera disponible à partir de... Voilà. Alors j'avais prévu dans cette présentation très raccourcie de ne parler que d'un seul film. Et là j'ai finalement décidé de ne parler que d'un personnage du film, voilà, en espérant que ça tienne. C'est un film qui pour moi est un film absolument majeur quand on s'intéresse à la question de la guerre d'Algérie, de sa présence en France, dans la société française, et aussi à la question de la torture qui va être évoquée. C'est un film d'Alain Resnais qui s'appelle Muriel ou le temps d'un retour. Et c'est un des premiers films en fait qui est sorti après la guerre puisqu'il date de 63. En fait, je voudrais essayer de parler de ce film non pas pour raconter son histoire, puisque là on vous a souvent dit les films parlent de la guerre d'Algérie, la preuve, ça parle de la guerre d'Algérie. Oui, en fait, je voudrais essayer de vous sensibiliser, mais vraiment ça va être compliqué sans... Bref. À l'idée qu'un film c'est une proposition d'interprétation du passé, c'est une proposition de sens. Et le réalisateur, il n'est pas tout seul, c'est toute une équipe, il fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il a du son, il a de l'image, et il les met ensemble. Et donc, à partir du cas de Muriel, je voudrais essayer de décomposer un peu ces ingrédients de base d'un film. Alors donc, c'est le film de Resnais, un tout petit mot sur Resnais quand même, il est né en 1922, il a commencé sa carrière comme monteur, et très clairement, j'espère, quand vous verrez Muriel, vous vous souviendrez de ça, c'est un art du montage absolument incroyable. Donc on a déjà parlé de Resnais tout à l'heure pour Les statues meurent aussi avec Chris Marker, donc c'était un film engagé contre le colonialisme en 1953. C'est aussi le même qui a travaillé avec Jean Quérol, rescapé des camps nazis, pour son court-métrage si important, Nuit et brouillard, 1955. Donc c'est cet homme-là, avec ces deux films-là qui le précèdent, qui fait Muriel. Donc il travaille toujours en collaboration avec des écrivains, c'est un travail très littéraire. Il continue donc de le faire pour Muriel. L'occasion, la guerre d'Algérie lui fournit l'occasion d'un engagement politique particulier puisqu'il va signer le manifeste des 121 pour le droit à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie à l'automne 60. C'est d'ailleurs dans cette liste qu'il côtoie Florence Malraux, la fille d'André Malraux, qui va devenir sa femme. On a déjà parlé du petit soldat, je n'y reviens pas. Enfin, le contexte, c'est celui-là, c'est qu'il y a très peu de films qui sont faits et très peu de réalisateurs même qui envisagent de travailler sur la guerre d'Algérie. L'Express a posé la question pendant la guerre d'Algérie à 10 réalisateurs français. La question c'était, si la censure n'existait pas, est-ce que vous auriez envie de tourner un film sur la guerre d'Algérie? Si oui, de quelle façon pensez-vous que le cinéma puisse aborder le sujet et comment le feriez-vous? Et 8 réalisateurs sur 10 ont dit, oui, on aimerait bien tourner un film. Mais seul un, en fait, avait vraiment réfléchi. Et après la guerre, sur les 8, seuls 2 vont vraiment tourner un film sur la guerre d'Algérie. Le premier, c'est Jacques Donald-Valcroze, La Dénonciation en 62, et le deuxième, c'est Alain Resnais. Muriel ou le temps d'un retour d'octobre 63. Alors, c'est de ça que je voudrais vous parler rapidement. Donc c'est un film, je ne vais pas faire un sondage, enfin, qui ne l'a pas vu? Ça m'arrange, donc vous êtes un certain nombre à l'avoir vu, tant mieux, parce que pour les autres, ça va être compliqué. C'est un film assez complexe, assez emboîté. Pour résumer rapidement le film se passe à Boulogne-sur-Mer. Le lieu est important puisqu'on est dans une ville totalement détruite. En septembre 1944 par les bombardements alliés, donc on est dans une ville marquée par la guerre. Dans son urbanisme, quand il tourne, on voit que la ville a été détruite et qu'elle est en train de se reconstruire. C'est toute la problématique du film. C'est comment est-ce qu'on fait pour se remettre debout après quelque chose qui nous a détruits. Et donc dans le film, la ville a été détruite, c'est le cadre. Et puis les personnages aussi. Alors, dans les personnages, il y en a plusieurs.
Les deux principaux dont je vais parler aujourd'hui, enfin disons dont je vais parler maintenant, c'est Hélène, donc qui est jouée par Delphine Seyrig, et son beau-fils, Bernard, dont j'ai oublié le nom de l'acteur, je suis désolée, et qui donc lui revient d'Algérie. Et puis il y a d'autres personnages. Alors Hélène, elle est obsédée par un événement qui s'est passé en la Deuxième Guerre mondiale. Elle passe le film à essayer de revenir et de comprendre ce qui s'est passé dans son intimité, dans la relation avec un homme qu'elle a aimé et qui revient à ce moment-là dans le film. Et puis Bernard, puisque je vais me centrer sur Bernard, lui aussi a un rapport particulier à l'Algérie. En fait, sa problématique, sa question, c'est comment réussir à revenir. D'où Muriel, ou le temps d'un retour. Et on va comprendre à un moment pourquoi il est bloqué, pourquoi il a un problème. Alors je voulais vous montrer dans les extraits qui suivent, alors on peut commencer par celui-là, merci David, il y en a plusieurs, on va les passer, le premier, voilà. Je voulais juste vous montrer, je dis un mot d'abord. Alors René construit son personnage, après tu peux enchaîner juste, c'est pas grave de revenir en arrière, mais je dis juste un mot. René construit le personnage de Bernard comme étant un personnage ayant un rapport particulier au temps. Il est entre le passé, le présent et l'avenir. Et il le met en scène à l'image, c'est-à-dire qu'il l'incarne par le fait que Bernard est très souvent un personnage qui est dans les escaliers. Il est dans les escaliers. Et en fait, quand il part vers l'avenir, il descend, et il peut partir, il peut quitter. Et quand il est happé par le passé, il remonte. Alors, j'avais plusieurs extraits pour vous convaincre de ça, donc on va peut-être juste en passer un, le premier, et vous allez voir à quel moment il remonte. Alors, peut-être sans la lumière, effectivement. C'est la lumière. Encore à gauche, là. En journal. J'ai pas envoyé les mêmes cas dans les cas. Je ne vois pas comment tu peux t'y faire. Pourtant, les pièces du haut sont dangereuses. Pour une nuit. Et demain, j'irai faire un tour sur la colline à cheval très tôt. Tu es seule? Ciao. Muriel va mieux? Qui t'a dit qu'elle était malade? Pourquoi parles-tu sur ce ton? Tu as un réveil. Si on me demande demain matin, ne dis pas que je suis à l'atelier. Voilà. Je le remonte Donc là, maintenant. vous aurez d'autres, vous pourriez regarder à d'autres moments du film, c'est récurrent. À chaque fois qu'il est dans les escaliers et que quelque chose évoque le passé, donc là en l'occurrence le passé s'appelle Muriel. Pour lui, le passé a un prénom. Il remonte. Et là en plus, vous avez noté, c'est une histoire de réveil, de remonter le temps, remonter le réveil, enfin, ça paraît assez clair qu'il y a une problématique dans le rapport au temps de ce personnage. Alors on peut peut-être passer les extraits, ne pas les passer, enfin, je vais les zapper, les extraits suivants, pour aller plus vite. Il y en a au moins, et arriver peut-être au troisième, à partir de là. Où là, on va voir les deux personnages, Hélène et Bernard. Et je voudrais vous montrer comment comparer. C'est super près encore. Je peux éteindre. Oui, vous pouvez peut-être laisser la lumière éteinte tout le temps, je crois que je vais Encore. Encore à gauche. Un peu moins de lumière. Là, sur l'écran, la lumière. Bon, d'accord. Alors, ok. Vous êtes ici, oui? Robert! Robert! Descends! Descends! Pourquoi? Je te dis de descendre! Oh! Non! Ne descends pas! Donc là, on a un personnage clé dans l'histoire de Bernard qui est Robert, son ancien chef en Algérie. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il le fait descendre à son niveau. Il est en hauteur, il l'amène à son niveau pour le tuer, parce qu'il a des comptes à régler avec lui, et ça va lui permettre de s'enfuir. On voit après les deux fuites, la rue, de s'enfuir, et ensuite, après, il va jeter ce qu'il appelle les preuves, il va jeter les preuves à la mer, et il peut de nouveau vivre. Entre ces deux moments, il se passe le cœur du film qui explique le blocage de Bernard. Simplement, merci beaucoup Jean-Baptiste Thierry, donc le nom de l'acteur qui incarne Bernard. Donc je voulais vous montrer ensuite un extrait où on voit Hélène et Bernard, et pour mesurer justement la différence de ces deux personnages, encore une fois, dans leur rapport au temps. Donc là, on se trouve dans l'atelier de Bernard. Bernard, en fait, se réfugie dans un atelier qu'il a construit, qui est un peu sa caverne, qui se trouve en haut d'un escalier, où il fait on ne sait pas trop quoi, mais notamment des histoires avec des films. Tiens, comme par hasard. C'est
enfin, c'était le 7 initialement, peut-être le 4, maintenant tu les as remis dans le... Je pense que c'est le 7. Je me souviens du plafond crevé, du linge en cendres, l'argenterie fondue, la neige tombée sur mon lit. Non, c'était la pluie. C'était la pluie. Oh. Tu avais les cheveux tout blancs à cause du plat. Tu sais, je vais m'en aller. Je te dis au revoir. Je ne pense pas que je pourrai revenir. Tu n'as pas d'argent. C'est pas grave. Ah. Donc là, on a, évidemment, vous voyez, lui il s'en va, il court, il devient hors champ, hein, il part du film en fait. Hein. Et elle reste bloquée sur l'escalier. Il me semble qu'avec ces deux personnages, on a par René la proposition de deux manières, deux relations autant. On a, dans le cas d'Hélène, un personnage qui est emprisonné dans le temps. Elle n'arrive pas, elle revient tout le temps à l'événement traumatisant. Hein. Elle pose toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Elle est dans ce temps décliné au présent et bloqué. Alors que lui, Bernard, évidemment, le personnage, inversement, il arrive à remettre le temps dans le bon sens, hein, à dégripper ce qui s'est grippé et à passer du présent à l'avenir, à imaginer un avenir. Ce qui rend possible cette émancipation de Bernard, ce qui sépare le premier extrait que je vous ai montré avec le réveil de la fin, c'est donc la scène centrale du film, donc, sur laquelle je vous propose qu'on s'arrête. S'il y avait une seule chose à retenir, ce serait ça. Avant de vous la montrer, d'une certaine manière, la scène centrale, elle est annoncée dans le film par un autre personnage du film qui s'appelle Alphonse et qui est l'ancien amoureux d'Hélène, avec qui elle revient sur son passé, et qui est un menteur professionnel, hein, en fait. Donc voilà, c'est l'homme qui n'est pas vrai dans ce film. Et donc lui, il dit, donc voilà, juste 22 secondes de ce petit extrait, David, écoute, je peux faire un truc de la... Oui, je pense que c'est mis dans l'ordre. Soyez attentif à ce qu'il dit. Ça, c'est la faute aux événements. Vous n'étiez plus maître de soi. Mais vous l'avez cru, mais dites-moi pourquoi. Vous pouvez m'attendre à tout, dans l'état où vous étiez. Mais elle, vous l'avez cru. Je l'ai cru et je ne l'ai pas cru. Voilà, merci. Donc évidemment, là, il s'agit d'un événement qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours cette histoire que Hélène essaie de comprendre. Mais là, quand un public en 1963 entend tout ça, c'est la faute aux événements, on n'était plus maître de soi, évidemment, René et Carole savent ce qu'ils font. C'est-à-dire que les événements, c'est la guerre d'Algérie, hein, bien entendu. Et donc ce que ce couple-là dit à l'écran renvoie à l'autre couple du film, qui est un couple compliqué, qui est Bernard et sa fiancée, et puis Bernard et Muriel. Cette Muriel, dont on ne sait pas qui c'est, dont Hélène soupçonne que c'est une amoureuse, elle ne sait pas bien, voilà, et dont on va comprendre qui elle est au moment du film, à la fin du film, enfin au milieu du film, pardon, au centre du film, au centre exact du film. Alors on a des indices qui sont mis par René au fur et à mesure de son film sur Muriel. Quand il rencontre Robert, dans la scène de meurtre qu'on a vue, quand il rencontre Robert, Bernard a une caméra à la main. Et Robert lui dit, tu veux raconter Muriel? Muriel, ça ne se raconte pas. Autrement dit, il lui interdit d'en parler. Il lui dit, tu n'y arriveras pas. C'est un défi, on ne peut pas parler de ce qui s'est passé. Et donc, face à cette interdiction de son ancien chef en Algérie, Bernard tente un récit. Et donc ce récit, il le fait dans la scène centrale du film, où on va voir, je vais vous laisser les regarder, mais où on va voir
pendant quelques minutes des images d'un film amateur. Donc comme les soldats, on l'a dit tout à l'heure, se photographiaient beaucoup, quand ils avaient plus d'argent, ils avaient aussi des caméras et ils se filmaient. Donc, vous allez voir ces images, elles vont, si vous ne les connaissez pas encore, elles vont sans doute vous en évoquer d'autres, elles sont extrêmement familières, très ordinaires, hein, d'un ordinaire du contingent de gens en Algérie, et elle dit la difficulté que René veut mettre en scène, comment est-ce qu'on peut faire un film sur le sujet dont il est question là. Donc il y a du décalage entre ce qui est montré par ces images et puis ce qui est raconté, qui est parlé par Bernard. Il y a une réflexion de René sur qu'est-ce qu'on peut dire avec des mots, qu'est-ce qu'on peut dire avec des images. Alors je propose plutôt en fait que le... excusez-moi, avant de vous le montrer, parce que je prends un petit peu de temps, avant de vous montrer un petit exemple d'un autre moment du film qui va nous familiariser en tant que spectateur. Je vous le montre de manière très hachée, je suis désolée. L'idée de base de René, c'est les mots disent des choses, on arrive à dire des choses par les mots, on n'arrive pas trop à les dire autrement. Et avec la caméra, le réalisateur rencontre une de ses limites. Alors comment on fait un film quand on n'arrive pas à mettre des images? Donc il va nous donner une première piste dans une scène où Alphonse, donc le menteur là, fouille dans les affaires de Bernard. Il fouille, il n'a pas le droit, hein, il est en train de chercher des choses et il découvre des papiers, il découvre son journal intime et René filme ça. Lumière. Le film est très sombre, on sent le sang. Lumière, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, on essaye, puis si vous ne voyez rien, je vous raconte. Il cherche, hein, c'est l'idée, voilà, on cache des choses qui vont se passer. J'ai déroulé la bâche, je ne sais pourquoi. Là, il y a écrit « On est en guerre, m'a dit enfin Petit Rouge. Quand tu seras civil, tu pourras penser ce que tu voudras. » Pour la première fois, j'ai remarqué qu'il ne se lavait plus les mains. Il prétend que le savon lui fait mal à la peau. Eux, ils ont leur révolution à poursuivre. Et nous? Vous voyez l'idée? L'idée, c'est il y a un décalage entre Muriel. On n'a pas le temps de lire, hein, c'est pour ça. Hein, on n'a pas le temps de lire, on lit comme on peut, on comprend ce qu'on peut. De toute façon, on ne va pas prendre le temps de vous attendre. Donc, vous comprenez, voilà, rien, un prénom, une idée, rentrer en France. Donc, voilà. Il y a un décalage entre ce que Bernard peut dire, peut être, et puis ce qu'il a noté dans son journal. Et puis dans son journal, il y a l'idée clé des mains sales. Hein, ce personnage qui n'arrive plus à se laver les mains, comme s'il n'arrivait plus à se laver les mains. Voilà, j'arrive à la scène centrale du film, donc toutes ces choses ont été préparées par René, qui nous prépare à l'idée qu'on va voir quelque chose sur Muriel, on va comprendre ce que c'est que Muriel. Donc c'est une scène de transmission, mais pas à Hélène, qui aimerait bien comprendre qui est Muriel, qui aimerait bien d'ailleurs rencontrer Muriel, parce qu'elle est persuadée que c'est sa fiancée, et qui lui cache. Donc pas à Hélène, il va raconter en fait au logeur de son atelier. Donc c'est quelqu'un qui l'abrite, qui contribue à le protéger, hein, lui offrant cet atelier caverne dont je dis tout à l'heure.
Donc voilà, je vous propose qu'on le regarde, qu'on prenne le temps de le regarder, et qu'après je vous proposerai une petite analyse au film. Tout ça, c'est la faute aux événements. Vous n'étiez plus maître de soi. Mais vous l'avez cru, elle. Dites-moi pourquoi. Vous pouvez m'attendre à tout, dans l'état où vous étiez. Mais elle, vous l'avez cru. Je l'ai cru et je ne l'ai pas cru. Moi, vous faire mourir. Personne n'avait connu cette femme. Je traversais le bureau où je travaillais, recouvert la machine à écrire. Je traversais la cour. On y voyait encore. Le hangar était au fond, avec les munitions. D'abord, je ne l'ai pas vu. C'est en approchant de la table que j'ai buté sur elle. Elle avait l'air de dormir, mais elle tremblait de partout. On me dit qu'elle s'appelle Muriel. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne devait pas être son vrai nom. On était bien 5 autour d'elle. On discutait. Il fallait qu'elle parle avant la nuit. Robert s'est baissé, elle a retourné. Muriel a gémi. Elle avait mis son bras sur ses yeux. On la lâche. Elle retombe comme un paquet. C'est alors que ça recommence. On la tire par les chevilles au milieu du hangar pour mieux la voir. Robert lui donne des coups de pied dans les hanches. Il prend une lampe torche, la braque sur elle. Les lèvres sont gonflées, pleines d'écume. On lui arrache ses vêtements. On essaie de l'asseoir sur une chaise. Elle retombe. Un bras est comme tordu. Il faut en finir. Même si elle avait voulu parler, elle n'aurait pas pu. Je m'y suis mis aussi. Muriel geignait en recevant des gifles. La paume de mes mains brûlait. Muriel avait les cheveux tout mouillés. Robert allume une cigarette. Il s'approche d'elle. Elle hurle. Alors son regard m'a fixé. Pourquoi moi? Puis elle a fermé les yeux. Puis elle s'est mise à vomir. Robert a reculé, dégoûté. Je les ai tous laissés. La nuit, je suis revenu la voir. J'ai soulevé la bâche. Comme si elle avait séjourné longtemps dans l'eau. Comme un sac de pommes de terre éventré. Avec du sang sur tout le corps, dans les cheveux, des brûlures sur la poitrine. Les yeux de Muriel n'étaient pas fermés. Ça ne me faisait presque rien. Peut-être même que ça ne me faisait rien du tout. J'ai été me coucher. J'ai bien dormi. Le lendemain matin, quand le soleil au couleur, Robert l'avait fait disparaître. Mais où il est maintenant, ce travail? Il se balade à Boulogne comme tout le monde. Mais vous aussi? Ben, vous savez, il y en a des choses dont on ne s'occupe pas. Quand on se met à creuser, moi je ne sors jamais de mon trou. Il n'y a pas besoin d'image pour que ce soit dur, et peut-être parce qu'il n'y a pas d'image, c'est autrement plus dur. C'est évidemment ça que veut nous proposer René comme discussion, finalement. Qu'est-ce que c'est que ce décalage et qu'est-ce que ça nous dit sur ce qu'on
qu'on perçoit, sur ce qu'on est capable de comprendre comme spectateur, puisque c'est une scène de transmission. Donc évidemment, la mise en abîme, elle est énorme. Hein. Ils regardent un écran, nous regardons des gens regarder un écran, etc. Donc bien sûr, René, il n'abandonne pas, vous avez vu, sur 8 réalisateurs, ils sont 2 finalement en avoir fait un, il a fait partie de ceux-là. Et pourtant, il nous dit, je n'arrive pas à faire ce film, je ne peux pas le faire. En fait, je ne peux pas le faire. Au cœur du film, il y a des films que je ne peux pas faire. Et en même temps, il fait quand même un film. Et précisément, il me semble que ce film est d'autant plus fort qu'il nous fait réfléchir sur ce décalage. Puisque le commentaire de Bernard, c'est la voix off des images, mais en même temps, non. Et si vous avez été attentif, évidemment, il faut le regarder avec plus d'attention, et je veux dire dépasser peut-être le premier choc. Il y a des choses très subtiles dans ce montage de René. Il pointe, il me semble, au cœur de ça, il y a la question d'inimaginable. C'est-à-dire, quoi qu'on vous raconte, vous n'arriverez pas à imaginer ce que je vous raconte. Et il me semble qu'il le dit assez clairement, par exemple, quand il nous montre des soldats qui fument, un soldat qui fume, au moment où même Bernard dit « Robert allume une cigarette », et on a compris que la cigarette ensuite allait servir à torturer. Ou quand il parle de l'eau et qu'on voit un soldat dans la piscine. C'est le même mot, c'est le même geste. Simplement, le contexte fait que c'est pas du tout la même réalité. Donc il nous sensibilise, je crois, au fait que le français est une langue très riche, mais quand même. Mais quand même, on va être limité par le langage et encore plus par les images. Donc il va falloir accepter cette part d'imaginaire qu'on a tous et avec lequel on travaille quand on nous transmet quelque chose. Quand je vous raconte une histoire qui m'est arrivée, vous allez l'imaginer d'une certaine manière, vous allez l'imaginer autrement. Et tant pis, c'est comme ça. Je suis obligée d'accepter cette perte entre ce que j'ai vécu et ce que vous comprenez que j'ai vécu. Si on n'accepte pas cette perte, on renonce à parler, on renonce à transmettre. C'est pas ce que René veut faire, mais il me semble que ce film qui sort en 63, alors que précisément il y a une question sociale sur qu'est-ce que les appelés ont raconté, va être une clé aussi proposée à la société de dire alors, ils ont du mal à parler et vous avez peut-être du mal à comprendre ce qu'ils vous disent. Alors évidemment, il prend cette scène et ce thème particulièrement difficile, effectivement. Il aurait pu en prendre d'autres, puisque la problématique, elle vaut pour tous les films, pour tout le cinéma, pour toutes les expériences, pour toute la transmission. Mais en même temps, bien sûr, qu'il prend la torture. Parce qu'il prend quelque chose de traumatisant. Et là, il travaille, je termine sur ça, il travaille sur le traumatisme. C'est bien sûr aussi une réflexion sur le traumatisme, sur cet homme qui est traumatisé. Et tout le film, ces deux personnages, Hélène et Bernard, sont des personnages traumatisés par la guerre. On voit bien à l'œuvre comment fonctionne un traumatisme psychique. Si certains d'entre vous ont fait un tout petit peu de psychologie, ou de bouge pas, ce genre de choses, à un moment, Bernard dit « Elle m'a regardé », Muriel, qui ne s'appelle pas Muriel, vous avez bien compris. Elle m'a regardé. Et évidemment, le traumatisme, il est là. Il est dans cet échange de regards entre la victime et le soldat. Qu'il l'ait participé ou pas participé n'est pas la question du tout, en fait. La question, c'est, elle l'a identifié comme étant responsable de ce qui lui arrive, et lui perçoit ça et ça le percute, littéralement. Et donc là, on est en psychologie dans le traumatisme. Donc c'est un film qui nous, je crois, en tant que spectateur, nous aide à comprendre la nature des traumatismes. C'est pas forcément ce qu'on a fait. C'est comment on l'a ressenti, comment on l'a vécu, avec quoi on a pu l'appréhender, quels mots on a pu poser dessus. Donc c'est pas un film sur la guerre d'Algérie, c'est pas un film sur la mémoire de la guerre d'Algérie, c'est un film essentiellement sur cette expérience traumatisante, sur cette expérience traumatisante et sur la question de qu'est-ce qu'on peut en faire comprendre à ceux qui n'ont pas vécu. Voilà, je vous remercie pour votre attention malgré l'heure. Je suis confus parce que vous aviez une parole plus large quand même. Tant pis, on avait rétréci à l'américaine. Par contre, je pense que c'est le moment de laisser la parole au public, à nos amis, de vous poser des questions. Venez me rejoindre. Merci. Je regrette que ce ne soit pas plus long et je pense que nous avons été trop gourmands dans notre programme et l'incident de ce matin nous a perturbé également. Je suis confus. Jean-Pierre m'incite très gentiment
gentiment à vous embêter en vous disant que je réalise en ce moment une enquête auprès des anciens d'Algérie et leurs familles, en vous proposant de remplir un questionnaire selon que vous avez été enfant, ou épouse, ou frère et sœur, ou appelé bien sûr, ou ancien appelé. Donc voilà, j'ai à votre disposition des questionnaires si vous voulez bien. Non, ils ne sont pas sur moi, ils sont à votre disposition. Si vous donnez votre adresse, je vous les envoie. Voilà, je vous remercie, monsieur. Je suggère à. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer les présidents du conseil d'administration et du monde du bureau qui sont ici. C'est pas la peine de les nommer, c'est toute une équipe. On n'est jamais seul, et heureusement d'ailleurs. Mais je voulais les remercier. Et puis, je pense que vous pourriez, vous, être en contact avec moi, je dis Raphaël, bon, ce sera plus simple, pour justement ces questionnaires qui sont intéressants. Et je ne voudrais pas rouvrir le débat tout à l'heure avec, quand Eugène, tu as souligné quelques petites choses, je dis petites choses, je mets des guillemets, on vient d'avoir un écho de ce qu'ont pu vivre les appelés dans un sens. Il est évident, et je souscris à ce que tu dis, c'est qu'il y avait le corollaire malheureusement de l'autre côté. Mais je vois, vient d'arriver, je le salue, le documentaliste de l'établissement public cher monsieur Mitry, hein, vous l'avez dit, on ne se connaît que comme ça. Tout à l'heure, vous parlerez du fonds d'archives qui y existe. Bon, je ne suis pas un bisounours, si vous me permettez l'image, et je sais qu'au fil des années, après que nous soyons rentrés les uns les autres, au bout de 27 mois en gros, hein, à 22 ans, après 2 ans, bon, certaines archives ont disparu. Ne cherchons pas les responsables, ce n'est pas la peine de remettre le passé, ça va, nous sommes des gens d'avenir pour ce qui nous reste. Donc, si vous voulez, on ne dispose pas de la même chose. Hein, il faut être logique. D'ailleurs, nous avons fait une parution récente de bouquins, de 3 fascicules, Pierre en a parlé, il y a une exposition qui se déroule dans le 15e. Voyons que nous avions donné un caractère un petit peu, vous savez, rigolo, quand on a 20 ans, il y a des jours avec, il y a des jours sans, on a l'insouciance de la jeunesse, on a avoir vécu, puis il y avait des moments terribles, qu'ont vécu les uns dans leur chair. Bon, pensons aussi aux copains qui sont revenus, ou aux amis trop disparus. Je dirais simplement que la réciproque n'était pas vraie, parce que les archives, nous ne les maîtrisions pas. Et je rappelle que quand même, pour certains d'entre nous, et dont je fais partie, il y avait interdiction d'emporter qui que ce soit, y compris l'appareil photo, encore moins la caméra. Alors donc, il y a une chape dans un sens, et nous n'rouvrons pas les plaies. Cherchons peut-être que demain, les archives vont s'ouvrir pareillement, mais je laisse le soin aux spécialistes, et je ne veux pas vous piéger dans une réponse, ce n'est pas mon style. Mais donc c'est pour dire, Eugène, je souscris à ce que tu as dit, pour avoir vécu comme d'autres. Je ne suis jamais un parmi les 2 millions et des poussières, et encore, je m'estime heureux puisque je suis là. Mais donc, si vous voulez, on a très bien compris. Et Muriel, dans les yeux de Muriel qui regardait le soldat, effectivement, elle doit regarder tous. Y a-t-il des questions? Daniel Millet, capitaine. Je trouve que j'ai fait un film avec Alain Resnais, quelques années après celui-ci, qui s'appelle Je t'aime, je t'aime. Et il m'a dit à un moment quelque chose d'assez drôle, il a été monteur, vous l'avez souligné, pendant pas mal d'années avant de se lancer dans la réalisation. Et il m'a dit, tu vois, j'ai un peu évolué parce qu'en tant que monteur, j'ai longtemps tourné mes films après les avoir montés dans ma tête. Alors que maintenant, je tourne mes films, puis je les monte. C'est très intéressant. Vous avez, alors, avant que nous allions démarrer, comme vous avez l'ordre de Daniel, vous avez certainement des questions, je pense. Ou alors c'est la fin qui tenaille nécessairement. Mais vous verrez, on va aménager. Je ne vais pas dire le timing, je déteste l'anglais. L'horloge. Donc, on va avec ça. Y a-t-il des questions? Oui, je vais passer à la suite. Il y en a une là. Pardonnez-moi, je fais ça, tu sais. Merci à vous, madame, d'avoir
d'avoir fait cette œuvre qui met à jour les problèmes actuels concernant l'histoire et les mémoires. Parce que, on peut prendre, étant réalisatrice aussi et enseignante, on peut prendre différents aspects. Donc ma question, évidemment, est la suivante pour vous, madame, que je remercie encore, parce que votre travail est remarquable. Et je voudrais savoir quand même si vous envisagez de faire un angle d'approche au niveau cinématographique sur mémoire des bourreaux, mémoire des victimes. Merci. Je suis pas sûre de comprendre votre question, si j'envisage un angle d'approche. Enfin, Vous pensez faire un film sur la question? Ah. Non, effectivement, non, j'envisage pas. Je fais effectivement des documentaires aussi, mais c'est pas comme ça que je prendrais les choses, et pas forcément avec cette terme-là. Voilà, mon travail actuel, pour vous en parler 2 minutes, c'est vraiment sur cette question de la transmission, et c'est pour ça que René est pour moi une source perpétuelle d'inspiration. Parce que voilà, c'est une question de... Moi je suis enseignante, donc je fais comme vous, je transmets, et en même temps on sait qu'il y a de la perte entre ce qu'on veut transmettre, et en même temps il y a de l'enrichissement, c'est-à-dire que les gens comprennent autrement, et par leurs questions ils vous apportent des choses, ils ont entendu des choses que vous n'avez pas prévu de dire, enfin, donc c'est cet échange, cette circulation qui m'intéresse, et fait que ce métier est si merveilleux, et celui de documentaire aussi, mais voilà, donc je travaille plutôt sur cette question des récits, qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'on en a compris. Oui, j'interviens très souvent auprès d'élèves dans des lycées ou dans des collèges et j'ai très régulièrement ce type de questions autour de la torture. Et j'ai une réponse, mais c'est ma réponse que je peux vous communiquer. C'est un problème personnel, la torture. Et je prends régulièrement comme exemple celui-ci. Je dis aux étudiants que j'ai, si je torture quelqu'un pour lui faire avouer, je suis sûr, par exemple, qu'il y a une bombe qui a été déposée quelque part dans un café à tel dans ce coin-là, et je ne sais pas lequel. Tu vas me dire lequel. Je suis sûr qu'il y en a un. Et s'il n'avoue pas, malgré ma torture, la bombe va exploser. Elle fera 100, 200, 300 victimes. Donc, mais si je peux aussi donc ne pas le torturer du tout, et il y aura 300 victimes. Donc, c'est un problème de morale personnelle. Pas du tout. Excusez-moi, est-ce qu'on a vraiment le temps de lancer le débat? Je ne viendrai pas. Si vous voulez bien me laisser terminer, il ne me viendrait pas à l'esprit, de torturer qui que ce soit ou quoi que ce soit. On se calme et on écoute et on prend la parole chacun de nous. C'est une explication que je donne, ce n'est pas une raison. C'est une explication qu'on a déjà entendue 100 fois. Oh, pas tant que ça, non. C'est peut-être aussi parce qu'elle est vraie, cette explication. Bon, je suis navré. Alors, on va essayer le mot discipliné dans ma tête après 27 mois et demi, mais simplement, il y a peut-être une question pour madame, et je veillerai à ce qu'on arrête, qu'on aille déjeuner. Vous pourrez continuer d'ailleurs tranquillement vos discussions. Je ne vote pas en touche, mais il y a un temps pour tout. Et d'ailleurs, on pourra très bien, après tout, notre patrimoine est ouvert à la transmission de la mémoire, nous pourrions envisager beaucoup de choses. Mais vous savez, madame, je vous en prie, vous avez oui, un temps, minute, oui, moi aussi je participe à un travail de mémoire et je peux dire que la torture a réellement existé et cet été j'ai constitué un dossier sur le général de Bollardière que je pense vous connaissez et qui était le premier à dénoncer la torture en Algérie, c'est tout. Non, vous avez raison. Alors, pardon, Raphaël va dire un mot là-dessus et on va clôturer, s'il vous plaît, on aura un petit message à vous passer. Non, je pense que c'est un débat qu'il est essentiel d'avoir en tant que citoyen français aujourd'hui, d'une part, et en tant éventuellement qu'ancien combattant d'Algérie, mais là, évidemment, en 2 minutes, ça paraît délirant. Non, je voudrais juste, il se trouve que j'ai travaillé sur ces questions en thèse, de la torture pendant la guerre d'Algérie et des crimes commis par les soldats français, ou qui ont été commis plus largement pendant la guerre. Je voudrais juste dire un mot en réaction avec ce que vous avez dit, parce que je trouve que c'est quand même dommage de laisser cette idée qu'on peut réduire la torture à simplement une opération, un instrument pour obtenir du renseignement dans le cas du terrorisme.
C'est-à-dire que oui, bien sûr, mais ce n'est pas du tout la majorité des pratiques pendant la guerre. Donc il faut remettre les choses à leur place et ne pas être victime, disons, de l'argument de l'urgence. Parce que l'argument de l'urgence, tel que vous l'avez déployé, il nous saisit tous. C'est-à-dire qui je suis pour décider de laisser tuer de sang innocent. Personne ne peut dire oui à ça. Et cet argument, il est fallacieux. Il est fallacieux parce qu'il correspond, parce que vous avez des suspects, vous n'avez pas des coupables entre les mains. Vous avez des suspects. D'une part, donc il est fallacieux pour ça, même s'il a été très très amplement déployé pendant la guerre d'Algérie, et qu'on l'a retrouvé dans les années 2000 très fortement. Mais surtout, essentiellement, la réalité de la pratique de la torture n'a rien à voir avec ce type de violence, le terrorisme urbain dont vous avez parlé. D'autres types de violences que le FLN déployait évidemment. Mais les raisons pour lesquelles on cherchait du renseignement, si on en cherchait, c'était pas essentiellement sur des bombes dans des stades. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la guerre d'Algérie, qui sont dans cette salle, s'il y en a encore des très jeunes, la guerre d'Algérie, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est d'abord une guerre dans le bled, vous le savez bien, avec des ennemis qui sont invisibles, qui sont compliqués, qu'on soupçonne d'être derrière les habitants, derrière les bergers. Voilà. C'est plutôt ça. On exemple n'a que valeur d'exemple. Non, voilà, non mais excusez-moi, mais je Bien, écoutez, c'est un long débat, c'est vrai. Pour faire Eugène, les questions sont à poser, il n'y a pas de censure chez nous. Simplement, peut-être, cette journée est trop courte, on aperçoit que lorsqu'on a fait le programme, on s'est planté, pour parler clairement. Mais simplement, moi, j'ai une réflexion. Avant que nous allions déjeuner, vous savez, je me suis toujours posé la question. Comment se faisait-il qu'un gars du pays de Caux comme moi, on l'a mis dans un train un matin, du 6 juillet 59, il s'est retrouvé en passant par Sainte-Marthe, comme tout le monde, dans ce foutu truc, il s'est retrouvé le 10 juillet à Oran, et quelques temps après, il s'est retrouvé sur la frontière marocaine, on lui avait pas expliqué, et je me suis toujours dit, quel est celui, je ne vais pas dire un mot grossier, qui a appuyé sur le bouton ou sur le starting pour que je parte et que je revienne comme je pouvais. Le problème que j'ai eu peut-être, c'est de me dire, pendant 27 mois et demi, 842 jours, direct, comment je vais faire pour ramener ma peau, essayer de préserver celle des copains, et pas me conduire d'une façon dégueulasse. Vous pardonnerez la terminologie, mon aspect vulgaire dans mes propos, mais c'est vraiment ce que je ressens au fond de moi-même. Comment pouvais-je faire? Parce qu'on m'a laissé 2500 km de chez moi me débrouiller. Et ceux qui m'y envoyaient ne se sont pas posé de questions. Et c'est pas après qu'on nous demande de rendre des comptes et de nous culpabiliser et traîner ça jusqu'au bout de notre vie. Moi, j'avoue que chacun a sa conscience. Chacun a fait ce qu'il pouvait, quand il pouvait, avec les moyens qu'il avait. Mais on ne s'est pas préoccupé de savoir dans quel bordel on le mettait. Pardonnez-moi de ma franchise de mes propos, elle est celle, j'ai 78 balais, et j'ai passé 27 mois et demi comme beaucoup de copains.